Cet épisode de Nos Ciné vous est présenté par Séance Radio, la radio 100% cinéma. Si nous enregistrions une émission, ça vous dit ? Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui ne vous prendra pas par surprise en vous redisant ici tout l'amour qu'il porte à un certain Del Toro, Guillermo de son prénom, notre Mexicain préféré qui nous revient, ça tombe bien, en ce début d'année avec La Forme de l'eau, The Shape of Water, l'un des films les plus attendus de 2018. On va vous expliquer pourquoi cette attente est parfaitement justifiée. On va faire ça avec un trio de plongeurs en eau trouble, Rafik Djoumi, salut Rafik. Salut. Julien Dupuis, salut Julien. Salut justicier. Ah, justicier, Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. Et je salue le public qui est avec nous ici au Bar à Bulles, c'est Nos Ciné, épisode 124, et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Shape of Water, La Forme de l'eau, donc ça se passe dans les années 60, en pleine guerre froide. C'est l'histoire d'Elisa, alias Sally Hawkins, jeune femme muette au passé mystérieux, employée comme femme de ménage dans un labo top secret de l'armée américaine à Baltimore, où arrive un beau jour un aquarium dans lequel vit une étrange créature amphibienne incarnée par Doug Jones, acteur fétiche de Del Toro. Et ces deux âmes isolées vont très vite se retrouver et vivre une histoire d'amour hors du commun. Eliza, honey, he's coming for you. Et outre Jones et Hawkins, au casting on retrouve Michael Shannon, Richard Jenkins ou encore Octavia Spencer. Moi le film m'a bouleversé, vraiment, il n'y a pas beaucoup d'autres mots que ça, mais j'attends maintenant avec impatience vos avis, messieurs, qui commencent. Stéphane, tu me regardes, c'est toi qui commence, ça tombe sur toi. Regardez avec amour parce que c'est la Saint-Valentin, que c'est l'amour, que c'est un film d'amour magnifique. Oui, et voilà, que voilà, c'est quoi. ça. Et entre nous, tu sais, c'est tellement fort. Exactement. Vas-y Stéphane. Bah oui, effectivement, c'est un film magnifique, mais vraiment, en fait, j'ai l'impression qu'on dit tout le temps ça un peu des films de Del Toro dans l'absolu, quoi. Régulièrement. Voilà. On est constant, ceci dit. Cohérent. Comme lui, Voilà. Que dire en fait. Moi, ce que je trouve intéressant j'ai peut-être plongé directement dans l'approche, en fait, la façon dont je le ressens vis-à-vis du film, c'est que j'ai l'impression que, et même si j'aime beaucoup, vraiment beaucoup, Crimson Peak, que je trouve un film magnifique, il était arrivé, je pense, à un terme en fait de son propre cinéma, c'est-à-dire que on parle d'un film en fait qui a quand même coûté assez cher, qui s'est monté sur son nom, personne d'autre que lui n'aurait vraiment pu le monter ou raconter cette histoire-là. Je pense qu'il est arrivé au terme de l'intellectualisation personnelle de son cinéma en fait, et avec un film comme La Forme de l'eau, et quand je dis qu'il est arrivé à ce terme-là, c'est qu'aussi il y a Hollywood le lui a un peu rappelé, c'est-à-dire le film n'a pas marché, il s'est fait gauler Pacific Rim 2 aussi, si tu veux, par je sais pas qui, et un triste cire, mais le truc c'est que et en fait le truc qui se passe c'est que je pense qu'en fait il y avait une crainte en fait de perdre Del Toro à ce moment-là, c'est-à-dire que c'était vraiment qui tout double, c'est-à-dire est-ce que il va se remettre de cet échec qui est quand même censé le représenter lui en tant que maître de l'horreur, maître du gothique, peu importe quelle étiquette on peut mettre sur Del Toro, quoi. Le représenter en fait en termes de box-office, le représenter en termes de Hollywood et tout ça, lui donner quelque part les pleins pouvoirs si ça marchait, ou revenir à une forme d'innocence pure en fait, et c'est je pense ce qu'est La Forme de l'eau. Oui. Si le film il est aussi évident aujourd'hui, c'est parce que j'ai l'impression qu'en fait il a touché quelque part l'enfant qu'il a été. Alors il l'a fait souvent dans son cinéma, mais là vraiment j'ai l'impression que c'est un retour sur ça, et moi je lis ce film assez simplement en fait comme c'est un peu ce que Peter Jackson avait fait avec King Kong. Lui il le fait avec l'étrange créature du lac noir. Oui. J'aime bien citer je pense que c'est vraiment une démarche en fait que lui n'avance pas vraiment, il le renie pas du tout quand il en parle dans la presse, mais j'ai vu personne en fait évoquer vraiment ça en fait dans la critique, dans la façon d'aborder le film, parce que en fait on te dit c'est soit Abbé Sapiens Begins, tu vois, ce qui est bon quand même, c'est assez réducteur quoi, soit c'est du Jeunet, c'est Amélie Poulain, donc bref, n'importe quoi plus n'importe quoi égale n'importe quoi, donc en gros non, je pense que vraiment on revient à comment dire à sa passion pour les Universal Monsters de toute façon. Voilà, on sait qu'il avait été démarché par la Universal pour essayer d'avoir ce cheptel de monstres en fait, et les traiter, mais voilà, et je pense qu'il devait faire un remake de L'étrange créature de lac noir, il y a quand même je crois dans les années 90, voilà. Ouais, ça avait existé à une époque, voilà. Donc voilà, donc je pense qu'il y a vraiment cette relecture là, et dans cette relecture là il y a quelque chose en fait d'assez naïf entre guillemets, et je mets vraiment les guillemets là-dessus, dans le sens où comme le King Kong de Peter Jackson est un King Kong
vu à travers les yeux d'un enfant, c'est-à-dire comme nous on le regardait quand on était gamin, c'est-à-dire mais en fait il est pas méchant King Kong, il est juste amoureux de la fille. Donc voilà, bah là c'est un peu la même logique en fait. Et donc forcément, même si la créature en soi est un personnage, presque secondaire, on va dire dans la forme de l'eau, bah pas du tout. C'est vraiment en fait le centre en fait autour duquel tous les personnages se retrouvent quoi. Et notamment évidemment Elisa. Pourquoi par exemple si tu veux un peu plus que d'autres comparaisons, la comparaison avec Genet m'énerve un peu, c'est parce qu'en fait si tu veux on est en train alors je vais peut-être contredire un peu ce que je viens de dire quoi, mais pour moi par exemple un film comme Amélie Poulain c'est un film d'une histoire d'amour pour des enfants de 8 ans. C'est vraiment à la fin elle lui autorise à lui faire un bisou sur la joue. Là d'entrée de jeu le personnage d'Eliza il est montré comme une femme, c'est-à-dire on la voit nue, on la voit se masturber, on la voit en fait avoir sa vie de femme en fait. Et il y a spoiler, voilà, il y a une scène de sexe quoi. Donc tout ça est quand même extrêmement adulte, mature, sexué. Et voilà, et donc vivant, extrêmement vivant quoi. Et après bon le film il est somptueux en fait dans sa façon dans sa façon d'utiliser ses ruptures de ton, dans la façon dont les deux personnages se répondent, dans les chansons par exemple il y a une chanson qui prend comme ça c'est magnifique quoi. Et voilà, et puis c'est aussi comme toujours en fait c'est un film moi je trouve extrêmement c'est un film de croyant quoi, c'est quelqu'un qui croit en ce qu'il raconte, qui croit en cinéma. C'est pas pour rien en fait que la créature découvre aussi sa condition à travers un film, un extrait de film quoi, quand il se retrouve dans le cinéma. Donc voilà, il y a pas n'importe quel extrait de film, hein, le premier film que Del Toro a vu en salle. Voilà, en plus. Donc voilà, donc je pense qu'on se retrouve vraiment dans j'ai pas envie de dire une réinvention du cinéma de Del Toro parce qu'en fait on est vraiment quand même on le reconnaît totalement une nouvelle étape. Voilà. Mais ouais, une nouvelle étape et une nouvelle façon d'aborder, c'est-à-dire qu'il a réussi à réinventer sa carrière et je trouve ça carrément, je pense qu'il touche à quelque chose qui est peut-être dans l'air du temps hein. Je sais pas exactement, je peux pas vraiment désigner ce que c'est. Je l'ai vu qu'une fois encore le film ouais. Mais par contre en fait il a réussi à se réinventer et à redevenir maître de sa propre carrière, et c'est aussi ce qui fait sa qualité en fait dans le cinéma hollywoodien actuel, c'est-à-dire que c'est un véritable cinéaste individuel, unique, un artiste qui même s'il a des références, même si il cite d'autres films et même s'il se repose sur d'autres films, il a sa façon de faire est totalement unique. Donc le comparer à d'autres personnes ça sert pas vraiment à grand chose quoi. Rafik. Oui, quand tu disais tout à l'heure qu'on craignait de le perdre, c'est concret en fait, puisque donc lors de son discours au Golden Globes, il a rappelé que les monstres lui ont sauvé la vie 3 fois, et donc il a cité les films, hein, en l'occurrence L'échine du diable, Le labyrinthe de Pan et La forme de l'eau, et il a été plus loin encore à la télévision mexicaine en expliquant que si La forme de l'eau ne trouvait pas son public, si le film ne plaisait pas, il arrêtait. C'est-à-dire que c'est déjà ce qui avait failli se passer à l'époque de L'échine du diable et à l'époque du labyrinthe de Pan. C'est quelqu'un qui, le cinéma, c'est vraiment toute sa vie. Il investit tout son être là-dedans. Il peut accepter des échecs jusqu'à un certain point. À un moment donné, s'il est vraiment trop remis en cause, il peut capoter et partir. Effectivement, sur ses derniers films, Pacific Rim et Crimson Peak, le mauvais accueil l'avait extrêmement fragilisé, et là c'était un peu il jouait son va-tout personnellement, et je le crois capable d'arrêter sa carrière si le film ne rencontre pas son public. Le truc avec la carrière de Del Toro, c'est que même si c'est un cinéaste qui est censé faire des films grand public, puisque ce sont des films qui coûtent cher, la vérité c'est que son cinéma est quelque part trop érudit pour atteindre un grand public. On peut pas vraiment apprécier Pacific Rim si on baigne pas déjà en grande partie dans toute une culture japonaise ou de SF. On peut pas vraiment apprécier pleinement, je pense, Crimson Peak si on n'est pas dans la littérature gothique à fond. Ce sont des films qui sont tellement riches dans ce qu'ils apportent au genre que à part 2-3 experts du truc Crimson Peak, les fanats de la littérature de gothique ont été renversés par le film complet. Pour eux c'est une révolution, mais ils sont tout seuls dans leur coin. Le grand public se dit j'ai rien vu. Bon, et là effectivement
bizarrement, il se met en danger et en même temps, il a fait un geste qui est un geste vers le public avec ce film-là, qui est un film extrêmement accessible. Et là, je vais mettre un bémol aux éloges qu'on pourrait lui faire. C'est aussi, curieusement, le film le plus, comment dire... oui, c'est ça, le plus explicite de Guillermo, au sens où d'habitude, dans sa mise en scène, c'est quelqu'un, bon, sans rentrer trop dans les détails, c'est quelqu'un qui utilise les méthodes de Magic telles qu'enseignées par certains ésotéristes notoires comme Aleister Crowley et compagnie, c'est-à-dire qu'il met dans son film des tas de signes et de correspondances qui n'ont de véritable sens que pour lui. Et ça l'aide à créer son œuvre. Et donc ces choses-là, elles sont pas faites pour être vues ou sues par le public. Après, les critiques éventuellement peuvent se passer des heures à détailler les trucs, les symboles, les machins, les trucs. C'est pas fait pour que le public le repère. C'est pour lui. Or là, pour la première fois de sa carrière, il explicite les choses, il dit les choses, c'est-à-dire les noms des personnages, leur rapport, les origines bibliques, elles sont explicitées. Le travail alchimique des couleurs dont il s'est fait une spécialité sur toute sa carrière, jamais on en parle. Or là, dans le film, tout ce qui a trait à la couleur verte est explicité lorsque le bad guy va acheter une voiture et qu'il demande du vert et que le vendeur l'emmerde en disant c'est pas tout à fait du vert, c'est du bleu sarcelle, ils se prennent la tête là-dessus. Voilà, le fait que la tarte au citron soit du citron vert, tout ça est dit et montré au public. Oui. Plus souligné que d'habitude. C'est ça. Je sais pas, la mystique orphique qui peut baigner autour du personnage d'Eliza, elle habite au-dessus d'une salle de cinéma qui s'appelle l'Orpheum. Oui. Tu vois, donc vraiment, c'est quelque part, il y a un côté, je te mets un tampon quoi sur les symboles que j'utilise, les correspondances. Mais est-ce que c'est pas lié à l'incompréhension justement qu'il peut avoir ressenti vis-à-vis de l'accueil de ses précédents films? Je pense qu'un film comme Crimson Peak, dont il était personnellement très fier par rapport à tout ce qu'il amenait à la culture gothique en renversant en la réinventant d'une certaine façon, le film a été vu par le public comme un film attendu et cliché, alors que son but c'était de casser et de briser tous les codes de la littérature gothique installés depuis 3 siècles. Donc je pense que c'est super vexant pour le gars quoi. Et donc je crois que là effectivement il s'est dit bon ben maintenant je vais mettre carte sur table, je vais pas leur cacher le truc. Et donc, ça en fait un film beaucoup plus accessible, mais aussi, et c'est là où il gagne, plus frais quelque part dans son innocence. Je pense que tu l'as ressenti par là aussi. Ouais, c'est possible. Le caractère innocent. Après, effectivement, il y a quelque chose qui lui est très personnel, voilà, qui a trait à son enfance et à comment il a découvert le fantastique et ce qu'il a pu investir dedans. Bon, on a cité La créature du lac noir, donc là on a rappelé que The Story of Ruth, c'est le premier film qu'il a vu en salle. L'histoire de Ruth, à l'origine, dans l'Ancien Testament, c'est un personnage d'outcast qui en fait est accepté par les Juifs et qui va devenir l'ancêtre de toute une lignée prestigieuse en fait dans la judéité. Mais elle a été accueillie en fait. Et ce film-là est un film sur l'acceptation des anormaux, des paranormaux, d'une façon presque, et c'est là où je vais peut-être pas me faire des amis, presque donneuse de leçons. C'est-à-dire que bon, on a une handicapée, un homosexuel, une black, et le bad guy, c'est un homme blanc américain des années 60. Donc on est quelque part c'est assez caricatural dans ce que ça peut. T'as pas aimé le film en fait. Salaud. Pour un mec d'extrême droite comme moi, tu vois, c'est vraiment. C'est un peu dur. Ouais, je comprends. Non, mais le truc, c'est que Guillermo a été vraiment effrayé, vraiment, en tant que Mexicain, par l'élection de Trump. Mais alors à un point électrique, non, mais vraiment, sur son fil Twitter, lui qui d'habitude n'est pas très politisé. J'ai souvenir de pas mal de volets de tweets. Ouais. Et donc bah, du coup, oui, pour lui, cette Amérique-là, elle est l'antithèse de tout ce qu'il a pu défendre dans ses films. C'est quasiment les franquistes de l'échine du diable, quoi. Et le film est, du coup,
il y a une espèce de réflexe comme ça, un peu brutal, mais on est vraiment tous en danger, tous ceux qui n'appartenons pas à votre vision étroite de la société, on est vraiment en danger. Donc, voilà. Mais pour moi, le problème, c'est que ça peut manquer de subtilité là-dedans. La subtilité, elle est, il faudra la trouver dans la mise en scène et dans certaines références qui lui appartiennent personnellement et qui ne sont pas explicitées au public. Par exemple, il y a un truc que j'aime beaucoup dans le film, c'est il a repris une fenêtre ronde qu'il y a dans le film Les Chaussons Rouges, et il a en fait divisé en deux cette fenêtre. Il y a une partie qui est chez Giles et une autre partie chez Eliza, en fait. Eliza, ouais. Parce que l'idée, c'est que ce sont deux personnages qui ne sont qu'un, qui se complètent, qui ne sont qu'un seul. Comment dire, il n'a pas trop insisté sur le nom de famille de son héroïne Esposito, qui en fait fait référence à un personnage qui a été abandonné et exposé, en fait, et donc sa fragilité, elle la porte aussi là-dedans. Enfin bon, il y a plein de. Ils expliquent ce que c'est, Esposito, là, ce que ça veut dire en espagnol. Ouais. Mais en même temps, ils expliquent. Ils disent, ils le traduisent. Voilà, Zelda, ils expliquent aussi d'où elle vient et tout. C'est là où ça me surprenait, parce qu'il nous a pas habitués à ça dans son cinéma. Julien. Moi, ce qui m'a extrêmement marqué, et Stéphane en a un petit peu parlé, c'est que il y a le cinéma de Del Toro, jusqu'à présent, il était assez asexué, en fait. Oui. C'est-à-dire que s'il parlait des choses de la chair, c'était toujours de façon un peu biaisée. Il y a un exemple assez édifiant, je trouve, là-dessus, c'est qu'il y a une des scènes coupées de Blade 2, qui est une scène risible, vraiment, littéralement, et lui, il se marre, en fait, quand il la commente, qui est une scène post-coitum, où Blade se retrouve avec une espèce de sortie de bain en soi, enfin c'est ridicule. C'est parce que Snipes, il disait qu'il voulait que son personnage baise, en fait. Ouais. Oui, bien sûr, mais il y a une incapacité. C'est Wesley, hein, merde. Moi, j'ai toujours vu chez Del Toro c'est peut-être une limite, hein, d'ailleurs, de son cinéma. Il est plus romantisme que. En tout cas, moi, ça m'avait gêné vraiment dans Crimson Peak, par exemple. Je trouve qu'il y a une incapacité à dépeindre l'amour charnel, en fait, ou en tout cas de façon un peu directe. Personnellement, je trouve que c'était une scène ratée. Personnellement, dans Crimson Peak, elle était assez désincarnée. Le personnage féminin ne se réalisait pas comme il devait se réaliser. C'était très poussif, en fait, très écrit, et c'était pas vécu, en fait, je trouve, de l'intérieur. Et ce qui me marque énormément, moi, dans La Forme de l'eau, c'est que justement il a passé un cap, en fait, là-dessus. C'est son premier film où les plaisirs de la chair, on va dire ça comme ça, sont le sexe, on peut le dire, sont mais très clairement célébrés, montrés dans toute leur beauté, et aussi placés au cœur du fonctionnement de son univers. Ce qui est quelque chose qui n'était pas aussi, alors peut-être explicite, comme le disait Rafik, mais en tout cas, je pense qu'il n'était pas traité de façon dramaturgique, en fait. Et c'est là où je trouve qu'il a passé un cap. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, dans La Forme de l'eau. C'est-à-dire qu'au-delà de tout jugement de valeur, qu'on aime ou pas le cinéma de Del Toro, on ne peut pas nier qu'il y a un passage, en fait, dans La Forme de l'eau. Un passage, un cap, en fait. De la même façon que il a finalement réussi à importer dans la structure américaine ce qu'il faisait en Espagne. Oui. C'est vraiment un film parent de ces films espagnols, à tel point qu'on retrouve des schémas systématiques dans les personnages. Il y a un scientifique, on le retrouve dans Les Chines du Diable, et on le retrouve évidemment dans le Labyrinthe de Pan. Je pense que ça parlera à tous les gens qui ont vu ces films-là. Le personnage du méchant a un parcours qui suit aussi le méchant du Labyrinthe de Pan. C'est vrai que on pense beaucoup plus à sa filmographie espagnole qu'à sa filmographie américaine. Mais c'est très intéressant, en fait, qu'il ait réussi, en fait, à fusionner les deux. Et je trouve que c'est pas un hasard. Je pense que tout ça est lié, en fait. C'est-à-dire que je pense qu'avec Pacific Rim et Crimson Peak, au-delà de la réception publique, il y avait aussi, pareil, pour moi, ce qui était les limites de ces deux films, un problème à embrasser totalement ce qu'aurait pu être son espèce d'idéal de cinéma américain. Dans Pacific Rim, il y avait les deux savants qui étaient censés apporter de l'humour, qui posaient problème. Ça fonctionnait. Enfin, moi, je trouve que ça fonctionnait pas trop. Il y avait des choses d'amitié virile, par exemple, aussi, qui étaient un peu calquées là, et des rapports entre un père et son fils qui
qui était un peu artificiel, qui sonnait un peu creux, etc. Et je trouve que là, il a passé un cap, en fait. C'est-à-dire que c'est comme s'il avait fait un peu le bilan de ce qui s'était passé auparavant, sans du tout le renier, parce que c'est deux grands films, à mes yeux, qui ne sont pas exempts de défauts, hein, donc pour moi, mais qui restent quand même deux grands films. Et il en a tiré les leçons pour... fusionner un peu tout ça. Il y a quelque chose de la fusion en fait là-dedans qui rejoint peut-être d'ailleurs ce que dit Rafik dans le fait que le film soit peut-être plus ouvert aussi au public, lui fournit en fait un escalier, un cheminement qui lui permettra d'accéder un peu plus à la richesse thématique qui auparavant était peut-être un peu abscon et en tout cas où il parvenait pas à créer cet escalier de façon totalement fluide. Mais ça c'est intéressant ce que tu dis, parce que je pense que c'est un truc qu'on lui a beaucoup reproché en fait, cette espèce de dualité et notamment ses proches en fait. C'est-à-dire comment il pouvait faire Les Chines du Diable d'un côté et Blade 2 de l'autre. Bien sûr. Et c'est une anecdote, je crois qu'il l'a raconté en public sur Inaritu que j'aime beaucoup, qu'il appelle pour le féliciter sur Les Chines du Diable, et il dit mais quand t'as pu faire une merde comme Blade 2 et l'autre lui a dit bah moi j'aime les deux quoi. Et en fait le truc c'est que comment dire, les gens ont du mal à concevoir que c'est la même personne en fait, qui a fait les deux films. Et quand tu regardes un film, et c'est pour ça que moi je parle d'intellectualisation de son cinéma, quand tu regardes un film comme Pacific Rim qui a quand même une logique, de fonctionnement mythologique dans les créatures, Bien sûr. dans la grande machine, il y a deux personnes qui conduisent le Jaeger, quoi. Et du coup, en fait, si tu veux, c'est pour moi, en fait, c'est comme une analyse de son propre cerveau à ce moment-là, quand il explique, en gros, on peut pas, en fait, il faut fonctionner avec les deux phases du cerveau pour, faire ce cinéma-là. Avancer, et j'imagine que effectivement, ce que tu ressens là vis-à-vis de la forme de l'eau, c'est le processus intellectuel qui s'est posé jusqu'aux limites en fait que même le public a pu lui donner. Mais le film nous dicte ça, Steph, je pense. C'est-à-dire que pourquoi je reviens en fait là maintenant à la question de l'amour charnel, c'est que il y a une autre lecture en fait dans le film qui est une déclaration d'amour au cinéma et à son cinéma en fait. Et de la façon jusqu'à la séquence la plus surprenante peut-être. Exactement. Non, on va pas la spoiler, mais qui est très marqué et qui est en plus d'un culot monstrueux. Et je pense que cette fluidité entre c'est peut-être ces deux hémisphères, on va dire, de l'œuvre de Guillermo del Toro, a été rendu possible aussi par ça. C'est-à-dire que c'est parce que ces personnages, il parvient à leur faire l'amour, en fait, quelque part, qu'on obtient aussi il y a quelque chose pour moi dans Shape of Water du film parfait, c'est-à-dire que c'est à la fois, moi c'est ce que j'attends d'un film de genre, c'est-à-dire que c'est à la fois un film très populaire, dans le sens où il est accessible à tous, que l'on n'a pas besoin de partager forcément l'univers de Del Toro, la sensibilité de Del Toro, le bagage culturel de Del Toro pour le décoder, ou en tout cas de l'apprécier et l'appréhender. Et c'est un film qui parvient donc à être très démocratique sans jamais renier en fait ce qu'il a fait. Et je vois ça comme une résultante en fait de cette capacité qu'il a eu enfin à faire s'accoupler ses personnages. Il y a un truc qu'il faut quand même accorder au film, hein, vraiment, moi je pense que c'est important, c'est qu'à l'époque de Hellboy, il disait on peut me reprocher tous les défauts du film, mais j'aimerais qu'on m'accorde le couille d'avoir fait un film avec un personnage qui a une gueule rouge en fait, et parce qu'en fait la plupart des gens vont pas s'identifier à ce personnage-là, quoi. Et le fait que le film soit alors on n'a pas les résultats, moi je doute qu'il gagne le meilleur film ou je sais pas quoi, mais en fait le fait qu'il soit nommé aux Oscars, etc. 13 nominations, on va voir. Mais ça n'empêche pas que. Quand tu demandais s'il était dans l'air du temps, il faut aussi. Oui, bien sûr. Mais donc l'Académie est plutôt encourageante vis-à-vis du film. Jusque-là, et il sera bien accueilli par le public. Putain de film fantastique. C'est ça qu'il faut rappeler. C'est pas grave. C'est pas grave au César, quoi. C'est un film fantastique, vraiment. Donc on va pas refaire l'émission sur Grave une troisième fois, je le précise s'il te plaît. parce qu'on pourrait croire, tu vois, on pourrait se dire merde, attends, qu'est-ce qui s'est passé, il s'est renié. Non, c'est en fait le monstre va enlever son costume, et c'est ça le twist en fait. C'est Doug Jones. Tu vois. Non, c'est un film fantastique avec une vraie créature fantastique, magnifique, majestueuse, quoi. Et c'est important quand même de dire que c'est ça, putain, le film. Donc en gros, il a eu les couilles de faire un film avec un dieu de la rivière, tu vois. Auquel on a envie de faire l'amour. En plus, juste collectivement. c'est quelque chose de rare au cinéma ou d'ailleurs dans n'importe quel art, de parvenir à amener cette inversion des valeurs, qui est une inversion purement pour le coup gnostique. En fait, dans les contes gnostiques, souvent la divinité est représentée par un petit enfant, une petite fille, etc. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose de tout puissant, mais au contraire, c'est ce qui doit être protégé. Et il y a peu de films qui ont vraiment réussi à mettre ça en scène d'une façon évidente. Moi, je pense directement à E.T.
Et la forme de l'eau, c'est effectivement ça. La créature n'est pas là pour. Elle est potentiellement dangereuse. On le voit dans quelques scènes. Il se cache mais pas de elle ça, est, voilà, mais elle est essentiellement à protéger en fait. Et c'est ces freaks, ces gens inadaptés qui vont tout risquer pour protéger, parce qu'elle représente vraiment en gros tout ce qu'il y a de précieux en fait. Avant de se quitter, messieurs, on va pas déroger à la règle Del Toro ou pas, c'est l'heure des recommandations. Bon, l'univers de notre ami Guillermo, on le connaît bien, c'est pas comme si c'était la première fois qu'on en parlait dans cette émission, mais comme toujours, vous avez toute l'attitude pour vos conseils. On peut rester chez Del Toro, mais vous faites comme vous voulez. Rafik. Je vais pas être très original, si les gens n'ont pas vu La créature du lac noir, je pense que c'est quand même... écoute, excuse-moi, mais je pense qu'effectivement, il y a peu de je gens pense que c'est générationnel aussi, il y a toute une partie de je pense, de notre public qui n'a jamais vu ça. Je vous spoil, mais le truc, c'est que le gamin Del Toro, en découvrant le film à l'époque, espérait que la créature puisse se taper l'héroïne, ce qui n'était donc évidemment pas le cas. C'est pourquoi il a fait ce film 40 ans plus tard. Et que la meilleure critique à l'époque de La créature du lac noir a été faite par Marilyn Monroe dans 7 ans de réflexion, lorsqu'elle sort de la salle, qu'elle vient de voir le film. Elle explique qu'elle n'a vibré que pour cette créature en fait. C'est-à-dire que dès l'époque, il y avait quand même des gens comme Billy Wilder et autres qui comprenaient que tout l'intérêt de ce film-là, il était dans la fragilité de cette créature et non pas son caractère monstrueux. Et non pas son caractère menaçant. Stéphane. Je vais être obligé de recommander Amélie Poulain si ça continue comme ça. Non, il m'a piqué ma reco. Ouais, parce que j'en ai pas en fait. Qu'est-ce que tu passes après Tu sais que c'est l'épisode quand même 124 de cette émission. Sûrement mon 117e. Et ton 117e certainement. Et du coup, tu t'avais encore oublié de faire Non, mais c'est vrai. Alors, je vais rajouter ce que dit parce que pour le coup, en fait, on a peut-être dans ma génération, je pense qu'on a découvert le film à la télé. En 3D, et avec des lunettes 3D. La glyphe. Voilà. Ils avaient inversé les images, donc ça marchait pas. Et c'était un enfer. Il fallait acheter toute la France était aveugle le lendemain matin. Il fallait acheter les lunettes dans Télé 7 jours et tout. Bref, et mine de rien, du coup, une autre époque. Ça a été difficile de voir le film en 3D pendant longtemps. De voir tout court le film là, du coup. Non, si j'ai bien compris avec les lunettes. À ce moment-là, mais après le film existait en DVD, en cassette vidéo. Et du coup, en fait, il est ressorti il y a quelques années en 3D, donc en bonne 3D, machin, très propre et tout. Et si vous avez l'occasion de le voir en salle, en 3D, parce que je pense qu'il passe dans quelques festivals de temps en temps, ça vaut vraiment le coup en fait. Il existe même, je crois, le Blu-ray 3D. Il y a un Blu-ray 3D, il me semble. Ok, très bien. Donc voilà, double reco. Double reco, une seule reco pour deux, c'est bien. Julien. Toi, tu vas faire 2 recos du coup pour compenser un peu le. Non, je vais en faire plein en fait. Ah super. Non, mais parce qu'il y a un truc qui est en train de disparaître, je pense aujourd'hui avec la dématérialisation, ce sont les suppléments qui accompagnent les films, les bonus en fait. Et un des grands champions en fait des suppléments avec. Peter Jackson avec James Cameron et tout, c'était ça reste encore pour le moment en fait Guillermo del Toro. Et moi je vous invite en fait à vous replonger dedans, notamment ses commentaires audio qui sont toujours super denses. Il donne même son mail, enfin c'est son ancien mail, mais il donnait son mail à la fin du commentaire audio de Hellboy. Donc si tu allais jusqu'au bout, voilà. Et parmi toute cette pléthore en fait bonus, moi il y en a un en particulier parce que comme on parle de monstres évidemment, il y en a un qui est sur le Blu-ray, qui était sur le DVD, qui est aussi sur le Blu-ray de Blade 2, qui est exclusivement consacré à la création des créatures. Alors paradoxalement, c'est un peu bizarre que je conseille ça parce qu'on voit pas énormément en fait Guillermo del Toro dedans, mais ça dure 70 minutes, c'est juste les mecs qui bossent en fait dans l'atelier. Je pense quand même que malgré tout, on comprend énormément de choses en fait sur son cinéma. C'est-à-dire que je pense que si tu décodes la façon dont Guillermo del Toro réfléchit à ses monstres, les conçoit et les fait fonctionner, tu comprends beaucoup de choses en fait sur son mode opératoire, sur son discours aussi, sur probablement c'est une partie de ses thématiques. Donc voilà, moi si vous ne l'avez pas vu, c'est absolument jouissif. En plus, il est errance de commentaires audio parce que t'as quand même un moment où justement en fait il se fait contredire par le producteur en fait qui est tout le temps en train de dire less is more et tout, et puis l'autre il arrive, il fait less is more my ass quoi. On y va à fond. Et en fait à chaque fois que le producteur avait une idée de merde, comme notamment en fait sur Damaskinos, il lui rajoutait une chevelure à la Michael Bolton quoi. T'as Del Toro qui te montre ça dans les scènes coupées et qui est mort de rire quoi. Il voit les scènes arriver, il est mort de rire quoi. Donc c'est vraiment, évidemment, il est hyper attachant, quoi. Voilà. Très bien, notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Stéphane, je note que tu as quand même oublié ta reco et ce sera redit dans une prochaine émission. Merci à Quentin, à la technique, merci au Barabule, au public pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines et dates d'enregistrement en public si vous aussi voulez venir nous voir. Et en attendant, on vous dit à très vite. Binge. J'adore mon boulot.
Vous êtes la crème de l'aristocratie française. Vous avez compris ce que je vous ai dit? Oui, cancer du poumon, inopérable. Next épisode, c'est le nouveau rendez-vous 100% série de Séance Radio avec Charline Roux et son équipe. On ferait mieux de rebrousser chemin, les gars. J'ai fait du mal. J'ai compromis des missions. Des policiers français, que les acheter, pas les tuer. Next épisode, le mardi à 19h sur Séance Radio, est disponible sur toutes les applications podcast.